Bonjour, David Ingels, merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir, une nouvelle fois pour le Cercle Peggy. Aujourd'hui, ce sera, un entretien autour de votre livre, «Que faire?», qui offre, des solutions, qui réfléchit aussi autour de solutions, en réponse à votre un peu votre avec, votre premier ouvrage, Le Déclin, qui annonçait le déclin, de la civilisation européenne. Cet ouvrage donne un peu aussi d'espoir puisque, c'est aussi dans l'action qu'on peut avoir, de l'espoir. Je voudrais avant qu'on décortique un petit peu votre ouvrage, qu'on parle de votre nouveau roman, Le Retour du Roi. Vous allez, nous le présenter. Et dans ce nouveau roman, donc c'est un roman, un roman un peu autobiographique. J'ai cru comprendre que c'était un peu autobiographique, et donc dans ce roman, le narrateur alors on commence l'histoire d'une manière un petit peu, brutale. On commence avec un débat, assez intense entre, une femme progressiste et un homme plutôt conservateur, et on s'aperçoit que, finalement ces 2 personnes n'arrivent pas à communiquer. Pourquoi vous avez choisi de commencer à raconter, cette histoire, Le Retour du Roi, avec cette confrontation brutale? Est-ce que c'est ce que l'on retrouve aujourd'hui finalement? Est-ce que c'est un problème, ces 2 camps qui n'arrivent plus à se parler aujourd'hui en Europe? Oui, tout d'abord, Sabrina, un grand merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de parler, avec vous dans le cadre du cercle Peggy, donc c'est génial. Merci de vous intéresser à mes ouvrages, à Que faire, et évidemment aussi au tout nouveau roman, hein, Que faire, qui vient de sortir à peine il y a quelques semaines et donc qui est en train de faire un peu le tour des médias. Et donc, je suis évidemment toujours content d'avoir un petit peu de feedback de la part des journalistes, des lecteurs, des amis, des intellectuels, etc. Parce que pour moi, ça a été un peu une aventure d'écrire ce roman et d'essayer de rentrer dans un format littéraire que je ne connaissais pas encore jusqu'à ce moment-là. C'est la première fois que j'expérimente avec cette forme-là, même si, évidemment, comme vous l'avez déjà dit, hein, le texte contient quand même énormément de questions dont j'ai déjà traité dans toute une série d'essais. Et donc, oui, cette rentrée en la matière du texte m'a semblé très logique. J'ai commencé avec ces paroles-là en me disant qu'en effet, ce genre de discussion entre, entre des amis progressistes, des amis conservateurs, etc., qui, autour d'un verre de vin, n'arrivent plus à se parler, qui tentent de se comprendre, mais qui finalement sont dans une discussion qui se solde par l'échec. Bah, c'est quelque chose que nous connaissons tous, je crois, très bien, que ce soit dans le cercle des amis, de famille, au boulot, etc. Et donc là aussi, le roman commence avec ces discussions, d'ailleurs autobiographiques, comme beaucoup d'autres éléments de ce roman. Je me suis quand même servi de pas mal d'éléments de mon propre vécu, non pas pour faire une autobiographie, ce n'est certainement pas, vu que ce livre est condensé, enfin, une narration qui est condensée en à peine une semaine finalement et joue même un petit peu dans le futur. Mais je me suis servi beaucoup d'éléments, tout simplement parce que c'est plus facile de décrire ce qu'on connaît, parce qu'on arrive quand même à mieux aussi dépeindre, je crois, certaines émotions, certaines particularités personnelles aussi en se servant de certains éléments bien connus. Et comme vous l'aurez certainement remarqué, dans ce texte, il y a aussi pas mal de vieilles connaissances que certains lecteurs sauront certainement aussi reconnaître, à la fois de la droite française ou européenne, qui font leur apparition, non pas pour les désigner eux-mêmes, mais plutôt pour désigner certains types, certaines caractéristiques, certains paradigmes de situation. Et donc, cette rentrée dans la discussion avec cette dame, cette jeune femme, correspond assez bien à ce qu'on peut vivre. Et d'un certain point de vue, si on a une vision presque un peu psychédélique du roman, hein, qui vers la fin devient de plus en plus irréel d'un certain point de vue, qui se solde même dans la guerre civile à Paris, etc. Ben, de certains points de vue, tout ça, vous avez tout à fait raison,
découle assez normalement de cette première discussion qui produit à fur et à mesure des chapitres qui suivent la situation absolument extrême sur lequel le roman trouve aussi sa clôture. Ouais. Alors, j'ai trouvé que vous avez eu beaucoup de courage, dans le Retour du roi, donc dans ce roman que j'ai commencé à lire, parce que j'ai trouvé que vous avez dénoncé une vérité dont on ne parle pas assez. Vous faites le portrait d'un directeur de médias conservateur avec qui le narrateur doit, travailler et il se trouve que ce directeur de médias, préfère se servir plutôt que de servir la cause. Il est un peu avare, un peu manipulateur, un peu escroc et il est vrai que tous ceux qui ont un jour été dans un combat politique, que ce soit intellectuel ou dans l'action politique elle-même, ont pu forcément s'apercevoir qu'en réalité, le premier des combats, c'est de tenir ses troupes, c'est de rester solidaire face aux difficultés humaines de toutes les organisations humaines, c'est-à-dire les escrocs, les pessimistes, les fainéants, et les personnes, voilà, qui ont, il faut conjuguer avec tous ces défauts, les adversaires internes aussi, les guerres d'ego et en réalité, c'est peut-être le premier des combats, finalement, de rester soudé dans un camp avant même d'affronter ses adversaires. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu nous montrer à travers ce personnage? Oui, 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 absolument. Et d'ailleurs, bon, je suis probablement un peu naïf ou plus naïf que d'autres qui découvrent ce genre de vérité peut-être déjà quand ils ont une vingtaine d'années. Chez moi, parfois, pour certaines choses, il a fallu un peu plus longtemps, de découvrir certaines tristes réalités de la vie politique et de la vie publique. C'est comme ça, tout le monde fait ses fautes et ses erreurs. Mais, oui, en effet, alors, ce chapitre-là, toujours le premier er du roman qui joue d'ailleurs à Varsovie, heu comment dire, condense toute une série d'expériences que j'ai eues moi-même avec certains médias, à la fois en Pologne ou ailleurs, et certains collègues tout court, disons, dans cette lutte commune de la droite ou des conservateurs, enfin, ça dépend ou des patriotes, ça dépend comment on veut l'appeler. Oui, au-delà des différentes personnalités ou caractères que vous aviez énumérés, il y a évidemment aussi l'opportuniste, heu, qui est, heu qui est très présente dans certains surtout dans des pays où la droite a pu être au pouvoir, un certain temps. J'ai découvert ce profil, essentiellement dans ce qu'on appelle les pays de l'Est, vu que voilà, Pologne, Hongrie, forcément, il y a eu des gouvernements de droite qui ont duré assez longtemps et qui ont permis aussi l'arrivée au peut-être pas au pouvoir ou en tout cas dans des fonctions importantes, de gens qui finalement n'étaient pas vraiment convaincus par une quelconque cause. Ça n'intéressait pas véritablement si c'était la droite, la gauche, le christianisme, la laïcité, l'Europe, l'État-nation, les socialistes, les libéraux. Au fond, ce que eux, ça l'intéressait, c'est surtout évidemment d'arriver dans une position d'influence ou de pouvoir et d'en faire quelque chose. Et donc, ce sont des gens qui très souvent ont évidemment un certain feeling de la réalité, que d'autres plus idéalistes n'ont peut-être pas, qui savent très bien sur quel pion miser ou sur quel cheval miser, qui parfois ne veulent pas se mouiller et qui essayent de survivre du jour au jour en travaillant avec ce qui paraît le plus probant. Et c'est sûr que disons, le conflit que je décris dans cette partie du premier chapitre est un conflit que j'ai connu très souvent, où des gens, disons, un peu plus idéalistes, qui mènent ce combat par conviction et qui sont conscients que généralement mener ce combat-là est plutôt destructif par rapport à leur propre carrière, parfois leur famille ou leur cercle d'amis, sont confrontés avec des gens qu'ils font pour une toute autre motivation et donc dès lors, il y a rarement quelque chose de très bien qui en sort. Ben, évidemment, il y a des leçons à tirer de tout cela. D'un côté, c'est sûr que déjà comme Machiavel le savait, on ne conserve le pouvoir, on ne conserve pas le pouvoir avec les mêmes gens avec lesquels on l'a conquis. Hein, donc tout le monde sait bien que pour arriver au pouvoir, ben, il faut des gens motivés, qui croient, qui sont idéalistes. Pour conserver le pouvoir, c'est plutôt le profil de Talleyrand qui est nécessaire, des gens qui savent comment faire marcher les choses, même en se servant eux-mêmes, mais au moins qui savent les rouages du pouvoir, et cetera. Donc c'est sûr qu'il faut toujours une certaine élite de gens qui sont là par
connaissance des rouages, moins par idéalisme. Donc tout ça est évidemment un peu inévitable. Mais voilà, le découvrir, disons personnellement est assez intéressant et surtout, il me semble quand même que dans un combat comme l'est le nôtre, si je puis dire, on ferait bien de s'assurer, que disons, le profil d'opportuniste ne prenne pas trop rapidement et trop tôt et trop fortement aussi le dessus, sur ceux qui croient vraiment à une cause. Parce que, voilà, ça peut arriver aussi très rapidement qu'on puisse de nouveau perdre le pouvoir, si on perd cette capacité aussi de rayonner et donner une impression d'honnêteté et de véritable idéal. Je crois que c'est d'ailleurs ce qui s'est passé probablement en Pologne, où, bah, le parti conservateur a quand même, il y a quelques années, perdu le pouvoir justement parce que lui qui était arrivé au pouvoir sur le ticket, si vous voulez dire, de la lutte, contre une élite, libérale, gauchiste, qui se servait elle-même, cynique et cetera, donc le parti de Tusk, finalement, a de plus en plus, montré soi-même les caractéristiques d'une telle élite juste de l'autre côté et a donc de nouveau pu très rapidement perdre le pouvoir. Donc tout ça, ce sont des choses à prendre en en considération et c'est un peu ça que la discussion entre le narrateur et le fameux directeur de journal conservateur, mais qui ne veut surtout pas être trop conservateur, qui veut faire quelque chose de grand, mais qui veut d'abord, très bien se remplir les poches lui-même, heu et illustre, je crois, d'une manière, un petit peu sarcastique, mais, hélas très autobiographique. Alors, vous parlez aussi, dans votre ouvrage, donc toujours le retour du roi, d'une beauté, d'une architecture qui devient standardisée en Europe. C'est vrai qu'on en parle très peu aussi, hein, de ce problème, parce que je pense que c'est probablement un problème, de la disparition du beau. Qu'est-ce que raconte pour vous, aujourd'hui la disparition du beau? C'est vrai qu'on a l'impression que toutes les architectures se ressemblent. Tout ce qu'on crée en Europe peut se retrouver en Allemagne, comme en France, comme en comme en Belgique, comme en Pologne, peut-être même dans le monde entier finalement, et tout est assez devient fonctionnel, en fait. Les objets deviennent fonctionnels et il y a plus vraiment de place pour le beau. Pourquoi? Qu'est-ce que ça raconte, selon vous, cette disparition du beau? Oui, pardon. Oui, en effet, c'est toujours par dans le 1er chapitre d'ailleurs sur les disques se trouvent quelques réflexions du narrateur et donc finalement aussi de moi sur l'importance du beau et ça part du constat que j'ai pu vivre, pas seulement à Varsovie, mais ici dans le roman, c'est surtout axé évidemment sur Varsovie que, voilà, disons une certaine originalité ou authenticité initiale, a été de plus en plus, saccagée, en tout cas à Varsovie, au profit, d'immenses, immeubles, gratte-ciel, les les uns plus neutres et plus anonymes que les autres. Là, aujourd'hui, quand vous travaillez le quartier d'affaires de Varsovie, bah, vous pourriez être à Francfort, vous pourriez être à la Défense, vous pourriez être dans les quartiers nouveaux de Londres. À la limite, c'est exactement la même chose. Ce sont des bâtiments qui n'ont aucun intérêt, avec des intérieurs qui n'ont aucun intérêt, avec des gens qui ont l'air partout les mêmes, avec les magasins qui sont tous les mêmes et en général, tous les mêmes et même pas beaux, hein, comme au 18e, au 19e siècle, où on pouvait encore dire que même l'architecture, humble, vernaculaire, pouvait, être d'une très grande qualité, hein. C'est pas parce qu'un truc est petit ou disons plus réduit au niveau de la taille que ça doit nécessairement être moche. Mais là, en tout cas à Varsovie, on voit vraiment très bien comment en à peine quelques années d'ailleurs, ça c'est sidérant, il y a cette américanisation de l'esthétique qui est en train de se dérouler, qui passe par la destruction de beaucoup d'autres immeubles, mais qui passe surtout, je crois, par la destruction d'un certain sens du beau. Parce que je suis convaincu que voilà, le beau finalement est identique in fine avec, aussi, ce qui est bon, ce qui est, juste, ce qui est bien, hein, et être entouré de choses, disons,
qu'on peut juste très poliment appeler neutres et qui sont au fond très moches et très mécanisés, très robotisés, bah, dans ça vous oblige dans la vie de tous les jours de vous entourer uniquement et de vraiment de polluer vos sens et donc votre cerveau avec des choses moches. Ça n'a pas une bonne influence sur votre âme. C'est bien connu que voilà, si vous écoutez toute la journée de la belle musique ou de la très moche musique, que vous voyez autour de vous une belle nature ou des beaux bâtiments et cetera, ou que vous voyez que de la mocheté, bah, à la fin, ça a un impact sur vous. Soit ça déteint et vous devenez comme ça aussi parce qu'à la longue, vous croyez que c'est la normalité. C'est ce qui se passe avec beaucoup de gens qui croient à la fin, que parce on les noie littéralement sur un manque de beauté à la fois architecturale, artistique ou autre chose, que c'est comme ça qu'il faut faire de nos jours. Donc quelque part, ça a un impact évidemment sur leur âme et leur capacité de reconnaître la vraie beauté. Ou alors, bah, vous êtes des résistants, en vous disant: «Je déteste ça et ça c'est moche et ça c'est encore plus moche et ça c'est mochissime». Hem, mais à la langue, c'est pas très bien non plus parce qu'alors vous empêtrez, dans un certain dans une certaine négativité, et même si cette négativité, elle peut être tout à fait justifiée, bah, baigner là-dedans, tout le temps dans le refus, dans le dégoût, dans l'accusation et cetera, même justifié, n'est pas vraiment très sain pour une personnalité, pour une psychologie. Donc c'est un peu ça que j'ai voulu montrer par ces descriptions, d'autant plus pour revenir au sujet qu'on avait justement avant, que j'ai eu très souvent cette discussion avec parfois même des personnes relativement haut gradées dans l'ancien gouvernement, conservateur, à la fois de la ville, du pays et cetera, qui étaient extrêmement fiers de ce qu'ils étaient en train de faire, qui m'ont fait des visites guidées à travers le quartier d'affaires, avec des yeux luisants en disant: «Regardez maintenant chez nous, on a l'impression qu'on est ici à New York, c'est quand même génial tout ce qu'on a réussi en Pologne» et honnêtement, ils croyaient bien faire. Ils étaient fiers que enfin la Pologne rejoigne l'Occident et n'était même pas vraiment, capable de se dire: «Oui, oui, d'un côté, vous avez fait, en effet, énormément de progrès économiques aussi grâce au travail des Polonais, au succès de son gouvernement et de différents gouvernements. Tout ça est indéniable, mais voilà, imiter toutes les erreurs, des autres, n'est certainement pas une chose vraiment très bien. Et moi, j'avais eu envie de leur dire tout le temps: «Oui, mais vous trouvez que c'est enfin, oui, ça en effet, vous avez réussi à ce que ça a l'air comme New York, mais est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose? Est-ce que justement vous n'auriez pas dû trouver votre chemin à vous et éviter justement ces erreurs qu'on a commises partout dans le monde occidental?» Donc voilà, on est très clivés. Une fois de plus, ça montre bien qu'on puisse, enfin, quand on parle de conservateurs ou de droite ou de patriotes ou de gouvernement de droite, bah, ça peut recouvrir des réalités extrêmement différentes et que, voilà, certains gouvernements peuvent croire honnêtement défendre, telle et telle bonne cause indéniablement, mais idéologiquement quand même se tromper très, 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 très lourdement et finalement accélérer des processus de décomposition, culturelle, qu'ils veulent quand même quelque part arrêter, mais qu'ils comprennent même pas. Alors, je voulais revenir à l'ouvrage, donc votre ouvrage «Que faire?», donc l'aborder. Vous parlez beaucoup des enfants pendant, plusieurs pages. J'avais envie de vous en parler parce que c'est un sujet vraiment, d'actualité aujourd'hui en France. Le président, Macron parlait même de réarmement, démographique, donc il y a une inquiétude, et pourtant on voit que les enfants, veulent être de plus en plus, pardon, invisibilisés. Heu, Récemment là, en France, on parlait même de créer des wagons de train sans enfants. Les enfants gênent, les enfants dérangent, et en même temps, ils manquent. Donc quelle place leur offrir? Quel sens redonner aussi, à la parentalité? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait, c'est évidemment, essentiel à la fois pour ma pensée en tant que père de famille, tout simplement. J'ai 3 enfants, et donc à la fois pour le livre dont vous parliez,
que faire, et aussi dans le roman d'ailleurs, où, évidemment, surtout les enfants du narrateur, jouent aussi un certain rôle, même si j'ai essayé de les laisser un peu en dehors quand même de tout cela. Et c'est vrai, c'est, comment dire? Cette attitude très, négative par rapport aux enfants, et d'ailleurs même ce genre de projet de vacances aux enfants, j'ai déjà entendu parler de ça pour l'Allemagne aussi, hein. Donc la France n'est pas le seul pays à aller dans un sens de ce style-là. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que ce déclin démographique, d'abord, c'est un phénomène qui certes a commencé en Europe, mais qui désormais s'est quand même réparti un peu partout dans le monde, hein. On voit que même dans les pays, d'Afrique et cetera, on a un déclin démographique quand même assez intéressant, même si évidemment là, il se situe toujours bien au-delà de la limite de ce qu'il faut faire pour survivre. Mais on voit que c'est une tendance mondiale, hein. On voit que les on a dépassé même même dans le Nigeria, par exemple, on a dépassé la courbe, si on veut dire, le sommet de la courbe. Même là, on descend, et certains pays comme la Turquie, par exemple, qui encore il y a quelques années, d'ailleurs, était un pays extrêmement fertile, là, connaît aussi certain écrasement démographique. Ce qui ne va pas nous aider fondamentalement en tant qu'Européens, parce que d'abord, nous avons évidemment dans les chiffres les plus bas, et puis nous, on est dans une situation où évidemment on travaille très bien à nous faire remplacer nous-mêmes par l'immigration de masse. Donc, mais j'amène ça juste comme... Pardon? Excusez-moi. Non, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que c'est vrai qu'il y a une tendance mondiale, mais il y a aussi, en Occident, enfin en Occident, en Europe, dans plusieurs pays européens, un rejet, culturel de l'enfant. L'enfant n'est plus vu comme une Absolument. bénédiction, mais plutôt comme une malédiction. Comme un problème. Alors il y a aussi des Français, des Européens qui veulent, avoir des enfants, mais qui ne peuvent pas parce que, la vie est plus chère, parce que c'est plus compliqué aussi. Mais il y a aussi, ce rejet de l'enfant. Comment faire de la place aujourd'hui, aux enfants quand ils sont, culturellement rejetés? Oui, 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 tout à fait. Heu, alors d'abord, je dirais que surtout en Europe, c'est évidemment surtout la responsabilité d'une certaine génération, c'est-à-dire surtout de la génération des boomers, hein. C'est avec ça qu'évidemment, on a eu le grand changement de paradigme d'une génération qui a voulu finalement qu'un ou 2 enfants. C'est ça qui a vraiment brisé comment dire? La colonne vertébrale, démographique, et qui a créé une grande partie, une société où c'est rarement quand même les jeunes parents de 30 ou de 40 ans qui ont envie d'être dans un wagon sans enfants, hein. Ça reste quand même, une préoccupation plutôt d'une certaine classe d'âge qui, d'abord, n'a pas eu d'enfants ou presque pas eu d'enfants, et qui là maintenant, en tant que retraité, n'a pas envie non plus d'en avoir à faire. Donc il y a vraiment certaines attitudes anti-enfants de cette génération qui, et je le dis sans cynisme, qui va disparaître, in fine, dans quelques années. Cette génération des boomers qui représente toujours le gros de l'électorat du centre, mais aussi le gros d'un certain relativisme moral et d'une certaine attitude assez anti-chrétienne, anti-nationale, anti-européenne, anti tout ce que vous voulez, est en train de disparaître. Ça va nous laisser dans quelques années probablement de nouveau avec un monde où les enfants seront plus les bienvenus. Parce que d'un autre côté, vous aurez évidemment toute la population migratoire qui est assez, disons, fertile toujours, et qui a une attitude assez positive par rapport aux enfants. Et puis, ça vous laissera évidemment avec des jeunes Européens qui ont reconnu qu'il y a un gros souci, c'est qu'on n'a pas assez d'enfants, et qui, comme beaucoup de jeunes patriotes, essayent d'avoir 2, 3, 4 enfants, etc. Donc, tout ça va un peu changer, mais évidemment changer dans le sens qu'on va se retrouver, je crois, assez brutalement, dans un monde où cette minorisation des Européens face aux populations immigrées va encore plus sauter aux yeux, hein. Si vous enlevez au fond toute la génération des boomers de ce que vous voyez dans la rue, si vous imaginez de ne garder que les gens en dessous de 60 ans, par exemple, bah, subitement, vous vous dites: «Ouh!» Et là, le problème, qu'on connaît aujourd'hui, il va encore être beaucoup plus brutal que ce qu'il y a maintenant. Donc je crois que là, tout naturellement, on aura
certaine transformation, mais qui ne doit pas faire oublier encore certains autres problèmes, notamment le problème biologique, qu'il y a énormément de jeunes qui ne savent plus avoir des enfants. Quand vous regardez, je sais bien que c'est pas très appétissant comme sujet, mais quand vous regardez la qualité du sperme de l'homme européen, en moyenne, c'est devenu extrêmement difficile, même biologiquement, d'avoir des enfants. Même moi, autour de moi, je connais énormément de couples, d'enfants de jeunes qui aimeraient bien avoir des enfants, qui essayent l'insémination artificielle, tout ce que vous pouvez imaginer, et qui n'arrivent plus. Donc, ça montre que même avec un changement de paradigme qui va s'opérer, et qui est en train, je crois, de s'opérer aussi vers des jeunes qui se disent, nous, on veut survivre, on veut transmettre ces traditions que nos parents ne nous ont pas données, mais que nous avons retrouvées, eh bien, ça va être difficile pour eux de le faire. Donc, je crois que c'est surtout ça, comment dire, le cadre du problème tel qu'il va se poser. Mais vous avez tout à fait raison. Il faut absolument, disons, dans nos milieux, c'est-à-dire de personnes qui trouvent qu'en conserver notre identité est une bonne chose, qu'on ait évidemment tous une attitude positive par rapport aux enfants et qu'il y ait une certaine compréhension aussi à la fois des employeurs patriotes que voilà, c'est très bien que quelqu'un ait des enfants et que si quelqu'un ne peut pas aller au boulot, si une femme a besoin de X mois de congé parental, si au niveau des vacances, on n'est pas tout le temps joignable, etc., ben, il faudrait qu'on ait une nouvelle génération à la fois de patrons, de collègues, de gens qui se disent, oui, voilà, c'est le prix à payer pour vivre dans une société qui, en effet, veut survivre. Et donc, c'est un certain combat à avoir, mais je vois qu'au moins en ce qui concerne, je ne vais pas monopoliser trop, je termine là-dessus, mais quand on compare déjà maintenant comment dire, l'attitude que vous allez retrouver dans une église mainstream et une église traditionnelle ou traditionnaliste, vous voyez évidemment une grande différence. Quand moi j'arrive avec mes trois fils qui peuvent être parfois très remuants et se chamailler mutuellement et s'agacer, etc., ben, vous êtes quelque part dans une rangée et quand vous êtes dans une église mainstream où vous n'avez presque que des vieilles personnes, alors directement, on vous dit: «Chut, on se retourne, on va vous faire un mauvais regard», etc. Quand vous allez dans une église traditionnaliste où il y a plein d'autres enfants qui font exactement la même chose partout, ben, on va vous regarder avec une certaine compréhension et il y a dans le regard aussi ce message: «Soyons contents d'avoir des enfants dans une église et même s'ils sont remuants, mais c'est mieux d'être dans une église ou dans quoi que ce soit comme autre lieu public où on a des enfants remuants, mais qui sont là, que d'être dans un genre de home où la présence des enfants dérange et mène alors à des absurdités comme l'idée de wagons sans enfants. Bien sûr. Alors vous donnez, énormément alors c'est pas vraiment des conseils, mais en tout cas d'idées, des idées, de que faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors moi le livre, je l'ai lu je crois en 2 heures d'affilée parce que j'avais vraiment, l'impression qu'on m'apportait des réponses, hein, donc vraiment ça se lit très vite. Il y a un conseil que j'avais une question un peu plus critique. Il y a un conseil, enfin un conseil, oui, un conseil que vous donnez, c'est, de se retrouver soi-même, de se pour se vider, voilà, un petit peu se replier un peu sur soi. Est-ce que c'est pas plutôt l'inverse, pardon, qu'il faudrait faire? C'est-à-dire peut-être plutôt aller vers les autres justement, dans une Europe où, il y a une épidémie de solitude, dans une Europe où, finalement il y a, une idéologie très individualiste, qui prospère. Est-ce que c'est pas plutôt l'inverse finalement qu'il faut faire? Aller vers les autres et partager et échanger? Mmh. Je crois qu'il faut voir le contexte du chapitre, qui est un contexte religieux. Il me semble que c'est à ce chapitre-là auquel vous faites allusion. Et donc là, le message, si on veut, est celui que nous, justement, en tant qu'individualistes européens, qui vivons tellement de fait dans notre projection de notre individualité vers l'extérieur, parce qu'on se stresse pour son boulot, on se stresse par rapport à ses amis, on se stresse par rapport à son compte bancaire. Bref, on vit très fortement dans un monde matériel.
actuellement. Et c'est ça que j'entends par individualisme, c'est-à-dire oui, on est individualiste, mais dans un cadre qui est très, très, très concret et qui est très matérialiste finalement. Et je crois que c'est un grand problème que nous avons l'impression de n'exister désormais presque que par le regard des autres, par ce qu'il y a dans notre porte-monnaie, par le fait est-ce qu'on va réussir à acheter telle et telle voiture, est-ce qu'on va encore arriver à payer notre prochain crédit hypothécaire, etc. Et ce sont des questions importantes, certes, mais on est de plus en plus tiré dans une certaine immanence. Et ce chapitre-là essaie justement de dire qu'il faut prendre le temps et réussir à se défaire de cet ancrage permanent dans la matière, avec toutes ces contraintes, et et oser se découvrir soi-même, non pas sa psychologie, ses propres petits problèmes, son ego, etc., mais se recueillir dans la contemplation de Dieu, de la transcendance, du fait que nous portons tous une âme éternelle, que nous avons tous une étincelle divine qui vaut infiniment plus que tous les problèmes matériels qui nous entourent, car certes, bon, si on perd tous, on aboutit à la rue, c'est certainement peu ragoûtant comme perspective, mais en même temps, dans le doute, je crois qu'il vaut mieux tout perdre, mais de sauver son âme, que de perdre son âme dans la poursuite permanente de critères extérieurs. D'ailleurs, c'est presque une paraphrase de ce que vous pouvez relire dans l'Évangile. Et donc, je crois que ce centrage dans soi-même, dans la contemplation de la divinité que nous portons tous en nous-mêmes est absolument nécessaire pour nous créer à notre intérieur, dans notre intérieur, ce genre de forteresse spirituelle, si vous voulez, de force intérieure qui est capable de dire oui, les choses ne vont peut-être pas bien, oui, j'ai perdu ceci, oui, il y a un tel qui me dit plus bonjour dans la rue parce que soi-disant je vote pour le mauvais parti, autre chose. Oui, tout ça peut se passer, mais peu importe, tant que je suis en phase avec mes idéaux, avec mon identité, avec Dieu, que je sache que je suis en train de poursuivre un objectif qui est un objectif transcendant, qui va me mener, ou qui veut me mener en tout cas, vers Dieu, et qui dès lors m'impose assez logiquement un certain idéal social et politique et familial, etc. Et donc pour moi, cette étape-là, cette étape de se découvrir ou de découvrir cette propre identité, cette étincelle divine en vous-même, selon moi, c'est vraiment une des priorités, et que c'est uniquement une fois que vous avez fait ce travail-là que vous pouvez la découvrir dans l'autre aussi. Parce que le respect, justement, dont vous parlez, qui est très important, évidemment, de l'autre, de travailler avec l'autre, d'être ouvert à lui, d'être ouvert à votre environnement familial, à votre communauté, etc., doit passer par la reconnaissance que cet autre n'est rien d'autre finalement aussi qu'une étincelle divine, et que ce que vous aimez dans l'autre, ce n'est pas l'autre en tant que tel, son ego avec tous ces problèmes indéniables, mais plutôt le fait que lui aussi fasse partie de ce plan divin. Et donc cette triangulation, si vous voulez, par Dieu, me semble essentielle, et on ne peut la trouver que d'abord en devenant soi-même, en trouvant soi-même en soi cette force qui peut justement nous permettre de ne pas vous laisser aspirer par l'attrait de la matière. Et moi, je le ressens très souvent en moi-même. Parfois, vous êtes, enfin, moi-même, voilà, vous passez des heures en train de faire vos mails, et puis vous regardez votre compte social, il y a tel qui vous a embêté, puis il y a le téléphone qui sonne et vous devez faire tel et tel versement, et puis vous n'avez pas le temps de manger, vous mangez une crasse quelque part, et ça dure pendant 3 et 4 heures, et puis il y a parfois ce moment où quelque part on est comme en se réveillant, en se disant, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ces 4 ou 5 dernières heures? Est-ce que j'ai vécu? Est-ce que j'ai été là? Qu'est-ce que j'ai fait là? Quel genre de distance est-ce que j'ai encore par rapport à ce monde qui m'avale? Et donc, ces moments-là où vous dites, mais je suis tout à fait autre part, et autre chose que toute cette chose, toutes ces choses médiocres qui vous prennent votre attention, ces moments-là sont très précieux, et on
on ferait bien, je crois, à régulièrement se réserver des petits moments de prise de distance et de se dire: Je suis autre chose que juste un robot qui répond à des mails, qui pond des textes, qui répond au téléphone, qui cuisine telle et telle chose, qui fait les courses en vitesse à travers le magasin. Je suis quelque chose de réel, de divin, si vous voulez, grâce à notre étant des êtres créés, et, et de retrouver sa dignité. Et sans cette dignité, j'en suis persuadé, vous vous laissez happer aussi par un comportement face à d'autres qui, à la longue, n'est pas du tout bénéfique. Dans Le Retour du roi, vous commencez, comme je l'ai dit, avec un vrai clivage entre une femme progressiste et un homme plutôt conservateur. Et dans Que faire, vous expliquez qu'il faut dépasser les clivages gauche-droite. En France, on a des partis politiques qui s'en réclament, par exemple, le Rassemblement national ou des partis souverainistes ou des partis dits gaullistes, qui aspirent à dépasser ce clivage. Pourquoi vous pensez, que, ces clivages gauche-droite doivent être dépassés? Et qu'en est-il en Europe? Est-ce que ces clivages persistent dans les différents pays européens? Vous qui avez beaucoup voyagé, en Europe, qu'en est-il? Oui, quand je parlais de ce dépassage de gauche et droite, je parle, pas nécessairement de la droite dans le sens dont on parle aujourd'hui maintenant de ce terme, mais disons, je parlais plutôt d'une droite devenue assez systémique. Hem, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui peut-être l'extrême centre, qui se présente soi-même comme droite. Et donc quand je parle de ça, je parle de ce jeu habituel entre le social-libéralisme et un libéralisme pseudo-chrétien qui se jouent la balle quelque part et qui disent, et qui changent de gouvernement d'un moment à l'autre en disant: «Votez pour nous, on va tout changer», et puis 4 ans après, on voit qu'absolument rien n'a changé, donc votez pour nous quand même de nouveau. Donc ce genre disons, de droite molle, de gauche molle, d'un certain point de vue qui, au fond, font partie d'un genre de mécanisme politique qui ne va absolument rien changer. Et régulièrement, il y a toujours des gens voilà, qui se laissent prendre au jeu et qui croient en effet, en échangeant les uns pour les autres, que ça va changer, sans changer quoi que ce soit. Et c'est plutôt par rapport à ces 2 concepts de gauche centriste ou de droite centriste que ce chapitre-là fait référence. Hem Et on clame évidemment que pour dépasser cela, il faut se souvenir de nouveau de ce qui est véritablement essentiel, au-delà justement des simples indicateurs, sociaux et de la prétendue, complexité, technocratique, de ce monde, qu'il faut de nouveau se souvenir de questions identitaires, beaucoup plus profondes, qu'il faut se souvenir de nouveau de notre ancrage dans la transcendance et de l'objectif que nous avons tous de ne pas être juste des robots humains dont, l'utilité se résume, en de simples actions, matérielles, et qu'il faut oser penser, penser, nettement plus loin que le train-train, centriste qui nous a occupés pendant tellement d'années et qui nous a menés dans le désastre. Et donc, si vous voyez ce chapitre-là de manière conjointe avec des autres, où je parle plutôt du fait de découvrir la fierté d'appartenir à une certaine civilisation, le fait d'oser de nouveau, quelque part retrouver, la transcendance et la spiritualité, le fait de se projeter dans un futur, non pas dans 1 ou 2 ans, mais dans 20 ans ou de 30 ans, de penser déjà maintenant à sa mort, quelque part, de penser à tous les âges de sa propre vie, de penser même peut-être à ce qui arrivera par rapport à ce que vous faites maintenant, chez vos enfants, par exemple, si vous avez une entreprise, de vous projeter dans une famille. Donc bref, d'assumer de nouveau des critères, de jugement, qui sont finalement aussi des critères de jugement politique qu'aujourd'hui la plupart des partis politiques ont laissé absolument de côté, avec le résultat que nous nous trouvons avec une gauche et une droite qui sont devenues en grande partie interchangeables, avec même, il faut le dire, certaines parties d'un certain parti de droite, pas de droite centriste, mais vraiment de droite, qui de fait ont eu un processus disons, de normalisation
tels qu'à la fin, ils ont adopté à peu près la plupart des critères des partis, contre lesquels ils se sont longtemps battus et à partir du moment où ils rentrent véritablement au pouvoir, courant le risque qu'au fond, pas grand-chose va changer. Alors, oui, vous dites qu'il faut être, tolérant à la fin du livre, donc vers la fin du livre, vous dites qu'il faut être tolérant mais pas suicidaire. Alors moi j'aimerais savoir quelle est pour vous la limite entre, être tolérant et être suicidaire? À quel moment on est trop tolérant finalement? À quel moment ça nous porte préjudice, la tolérance? Voilà, ça c'est le chapitre surtout sur la migration, hein, que dans ce livre. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que, là, vu qu'on parle du livre «Que faire?», c'est un livre qui s'adresse à l'individu. Donc, ce n'est pas un programme politique. Le programme politique, il existe, c'est mon livre «Défendre l'Europe civilisationnelle». Là, vous avez des chapitres entiers sur ce que je pense, de la migration de masse et de la réponse politique collective à avoir par rapport à ce phénomène que je vois, vous en doutez, avec, peu d'enthousiasme, pour dire ça très poliment. Mais le livre «Que faire?» s'adresse à l'individu, qui ne se réduit pas à sa fonction de, une fois tous les X temps, faire une petite croix devant un nom, dans un bureau de vote, hein. Nous sommes un peu plus de ça et la migration de masse et l'islamisation de notre société est un phénomène auquel vous devez faire face dans la vie de tous les jours, quelque part, au-delà d'un souhait ou d'une peur politique. Et donc, dès lors, le titre du chapitre se comprend, être tolérant sans être suicidaire, c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, je crois que nous ferions très mal maintenant de rentrer dans une diabolisation générale de toutes les personnes qui puissent même être vaguement d'origine étrangère ou musulmane ou africaine ou quoi que ce soit et de perdre ce qui est le plus important, c'est-à-dire notre humanité. Il peut y avoir, forcément, des salauds, qui sont des compatriotes français, il peut y avoir des gens tout à fait admirables d'origine musulmane. Ça ne veut pas dire que les problèmes collectifs liés à l'immigration de masse n'existent pas, tout au contraire, parce que la moyenne, c'est quelque chose qui existe. Le manque de compatibilité de civilisation, c'est quelque chose qui existe. Mais dans votre relation avec l'autre, avec l'autrui, la personne qui est là, qui est peut-être la maman d'un copain de classe de vos enfants, qui est la personne qui vous sert à la caisse ou la personne qui est votre collègue de travail, il faut avoir, je crois, l'honnêteté, humaine de pouvoir laisser de côté aussi toute une série de questions politiques, et de voir dans l'humain avec lequel vous êtes, l'autre être humain. Ça ne veut pas dire non plus que vous êtes nécessairement d'accord avec tout ce qu'il pourrait dire, ou qu'il ne peut pas y avoir en effet aussi des soucis individuels liés, à la fois des intérêts, individuels ou à des différences civilisationnelles. Mais je crois qu'il faut, de ce côté-là, en tant qu'individu, ne pas rentrer dans un genre de diabolisation, générale, et dans le fait de voir dans le monde, ou de faire un clivage du monde juste selon des religions, des races ou autre chose. On est quand même, tous des êtres humains de ce côté-là et on peut avoir de ce côté-là aussi des très bonnes expériences. Mais en même temps, justement, il ne faut pas être suicidaire et donc ça implique aussi on a tout à fait raison de, mettre en avant, notre, responsabilité principale qui va par rapport à notre civilisation, par rapport à notre nation, par rapport à notre religion, par rapport à notre façon d'être et donc de ne pas aller non plus dans un sens de soumission civilisationnelle. On peut très bien voir dans l'autre un autre être humain qu'il faut respecter, dont on peut comprendre même les motivations et pourtant, par exemple, se révolter contre des tentatives d'imposer la nourriture halal. Hein, je veux dire, on peut très bien dire: «Je comprends que cet individu-là, qui a telle et telle religion, puisse se sentir obligé de respecter sa religion, nous imposer cela. Individuellement, oui, parce que nous, on ferait probablement la même chose, on devrait la faire la même chose, mais en même temps, d'un point de vue plus collectif, identitaire, on peut être contre».
Et je crois que de réussir à séparer ces 2 sphères, respecter dans l'autre l'être humain, tout en restant clair dans nos priorités civilisationnelles et dans le fait d'oser de dire: «Oui, comprends ce point de vue, mais nous, on a le nôtre et tant que c'est possible, on essaie évidemment de défendre les nôtres, tout comme l'autre défend le sien», est tout à fait légitime. Et donc je crois que c'est important parce que c'est quelque chose qui, dans la vie de tous les jours, se pose très souvent comme un souci et qu'on ne peut pas juste mettre entre parenthèses, jusqu'au moment où tel et tel parti est au pouvoir ou n'est plus au pouvoir ou Dieu sait quoi. Et c'est un combat de tous les jours, où il faut ni rentrer dans un angélisme total en se disant: «Nous sommes tous des êtres humains, donc nous, on se soumet», ni d'être dans un esprit de dire maintenant, on est tellement dans une lutte civilisationnelle qu'on ne reconnaît même plus l'être humain dans l'autre. Donc c'est pour mettre en avant, je dirais, cette différence où justement l'objectif n'est pas on se retrouve au milieu, mais plutôt que c'est tout à fait possible d'être dans le respect humain de l'autre et de rester dans un patriotisme civilisationnel en même temps, sans devoir mettre de l'eau dans son vin des 2 côtés. Alors, vous dites aussi, à la fin du livre: «Il faut lire, il faut se mettre à lire». Alors j'aimerais savoir quel ouvrage, quel ouvrage vous conseillerez à un jeune, voilà, qui aimerait, se mettre à lire, ou à d'autres aussi, hein, qui aiment la lecture et qui, recherchent encore, comment s'instruire, comment s'ouvrir, à la littérature. En dehors de vos ouvrages qu'on connaît bien et qu'on aime beaucoup, quels auteurs, pourrions-nous, lire? Oui, c'est une question que j'ai laissée sciemment ouverte dans le livre parce que j'ai pas envie d'imposer évidemment mon choix. Je dirais qu'il y a, il y a 2 types de réponses. D'un côté, je crois que pour véritablement être, un bon Européen, d'être, donc un bon patriote de sa nation, parce que je crois que c'est difficile d'être un bon Français sans être un bon Européen, tout comme c'est probablement aussi très difficile d'être un bon Européen sans être un bon Français. Il faut connaître l'histoire de sa propre civilisation, ne pas se confiner juste dans un genre de nature belliqueuse, de pseudo-supériorité qui, quand on gratte un petit peu, disparaît directement. Hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de patriotes, si vous dites: «Mais pourquoi est-ce que vous aimez tant votre civilisation et vous voulez la défendre?» Il y en a beaucoup qui, sauront peut-être même pas vraiment répondre à cette question-là. Donc il c'est un certain travail de devenir ce de devenir cette incorporation ou cette incarnation de la France ou de l'Europe par un certain travail sur votre civilisation. Et donc, il y a évidemment tous les grands classiques qui, je crois, qu'on ferait bien de ne pas oublier, en commençant par l'Antiquité, évidemment, et par le christianisme, et par les grands classiques, parfois même du Moyen Âge, etc., jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a tout un programme de lecture que jadis les écoles fournissaient et qu'il faut reconnaître, retrouver soi-même. Et je crois que ça ne fait du tort à personne de ne pas seulement parler de la défense de nos valeurs chrétiennes contre l'islam et de peut-être prendre la Bible, ou surtout le Nouveau Testament, et de le lire aussi, ce qui est, je crois, quelque chose que relativement peu de personnes font véritablement. Tout comme, il y a énormément de grands classiques de la littérature française et européenne, qu'on lira avec beaucoup d'intérêt. Maintenant, mes propres, et ça c'est évidemment l'autre volet, mais, ce qui m'a marqué moi-même et ce qui m'a formé, je dirais, parfois en bien, parfois en mal, c'est souvent très très éclectique, quand j'étais adolescent, je crois que les œuvres qui m'ont le plus frappé, c'était les romans de Thomas Mann, c'était Dostoïevski, que j'ai lu, pour ainsi dire, son intégrale quand j'avais 16, 17 ans. C'est les œuvres de Nietzsche qui m'ont fortement influencé, c'est Spengler dont j'ai tiré énormément de choses. C'était un peu ma lecture de jeunesse et il y a beaucoup de ces choses-là qui m'ont formé et qu'aujourd'hui je rejetterais,
grande partie d'ailleurs, grâce à la découverte de grands classiques tels que Tolkien. Toujours et encore, Tolkien, qui m'a amené énormément de choses, à la fois d'un point de vue moral, d'un point de vue de patriotisme européen, d'un point de vue de retrouver mes propres racines chrétiennes et plus précisément même catholiques. Donc, je crois que Tolkien est vraiment lecture absolument à conseiller. Et, euh, et énormément de choses. Je dirais que ce qui est devenu si important aujourd'hui même n'est même plus vraiment la question quel grand auteur faut-il lire parmi les autres, mais déjà d'expliquer aux jeunes que c'est parfois peut-être intéressant de lire plus que juste 2 pages et qu'un roman ou un livre puisse avoir 300, 400, 500 pages et que ça puisse avoir de l'intérêt de le lire du début à la fin. C'est devenu un très, très, très grand problème où à la limite, il faut déjà être content si on arrive à amener nos jeunes à refaire cet effort de lire en effet un livre entier. Je crois qu'on en est venu à un tel stade où il ne s'agit plus du débat est-ce qu'il vaut mieux lire Schopenhauer ou Nietzsche, comme certains, ou est-ce que vous préférez Dostoïevski à Tolstoï, par exemple, mais plutôt à un stade où il faut dire déjà merci si quelqu'un arrive à lire un roman dans son entièreté. Maintenant, il y a évidemment des choses à déconseiller, forcément, en tant que parent, on se dit, oulala, il vaut mieux que, au lieu de lire ces 300 pages-là, il vaut peut-être mieux le réalire. Mais voilà, de pousser à la lecture et de pousser justement à s'ouvrir à une histoire et un raisonnement qui puisse prendre du temps pour s'échapper à cette culture omniprésente et dont je deviens de plus en plus la victime, j'avoue, du clic immanent, de découvrir un texte sur son engin ici, où on scrolle, où on se dit, ouf, c'est déjà trop lent, j'ai pas le temps de lire ça ou d'être dans l'impatience permanente quand on est sur YouTube et de devenir déjà nerveux quand ça dure plus longtemps que 2, 3 minutes, etc. Je crois que au-delà du contenu, évidemment, la capacité d'affronter la forme longue qui a été pendant tellement de siècles, voire de millénaires, un fondement de, pas seulement notre civilisation à nous d'ailleurs, d'autres ont des romans encore plus imposants, quand si vous pensez au Mahabharata des Indiens, par exemple, mais d'oser affronter cette forme très, très, très civilisée et de descendre, de sortir de cette courte forme. Mais oui, je crois que c'est ces deux éléments-là. Il faut se faire ça, frayer son propre chemin par la littérature et parfois même en lisant des choses qui ne valent peut-être pas grand-chose, mais qui vous parlent à ce moment-là et qui vous mettent peut-être sur le chemin d'autres choses. Il y a des romans aussi qu'on lit ou des textes ou des traités philosophiques que vous lisez à 20 ans qui vous disent rien et vous les ressortez à 30 ans et vous dites c'est génial, comment est-ce que j'ai pu passer à côté de ça? Il y a l'inverse aussi. Il y a des choses qu'on reprend plus tard qui ont été marquantes quand on était jeune et qu'on ouvre et on se dit ouh là là, comment est-ce que pu trouver ce navet intéressant? Donc il faut, je crois, oser sa propre personnalité, il faut oser euh, développer son propre goût, mais en même temps, je crois que c'est très important de redécouvrir les grands classiques et d'avoir au moins une vision, je dirais, généraliste des grands textes qui ont fait notre civilisation européenne. Alors que faire? C'est un livre, qui donne aussi de l'espoir, hein, j'ai trouvé puisque en fait, finalement, il nous invite aussi à passer à l'action, et c'est je pense que c'est dans l'action finalement, qu'on arrive à aussi à espérer, à être optimiste. Où est-ce qu'on peut se le procurer? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? C'est alors je crois que je l'avais commandé sur Amazon, je crois, mais peut-être que c'est pas l'endroit idéal pour le commander. Je ne sais On a déjà le grand souci d'être un homme ou une femme moderne, hein. oui. Jusqu'où est-ce qu'on va, hein? Il y a le chapitre dans mon livre d'ailleurs, acheter consciemment, hein, et idéalement, c'est sûr, idéalement éviter la grosse bouffe, la grosse distribution, les grandes maisons comme Amazon. D'un autre côté, il faut parfois aussi vivre dans son temps. J'avoue que j'ai parfois une attitude un peu clivée.
Parce que c'est sûr que d'un côté, on nous dit: «Oui, préférez la petite distribution, allez dans votre librairie». Maintenant, si votre libraire est un soit un gauchiste invétéré qui vous déteste parce que vous achetez tel et tel livre, ou au contraire est un incompétent, comme ça m'est malheureusement arrivé dans ma ville natale, où vous devez retourner 3, 4 fois dans la librairie et que le livre est toujours pas là et qu'on vous a pas contacté ou qu'on vous a raconté des sonnettes, ben, à la fin, vous vous retrouvez quand même sur Amazon, vous faites clic et vous l'avez demain dans la boîte à lettres. Donc, il faut pas non plus être totalement, comment dire, anachronique. Il y a une certaine réalité qui est là et il faut se dire parfois aussi qu'on a un combat à mener, qu'on doit choisir parfois des armes efficaces et que on ne peut pas tout rejeter en bloc non plus si on ne se veut pas se retrouver comme les Amish people, qui sont des gens admirables que j'envie à beaucoup de niveaux, mais ça ne peut pas être le combat de tout le monde non plus de faire cela. Sinon, si je ne me trompe pas, le livre peut être commandé sans aucun problème à la FNAC, il peut être sans problème commandé à la nouvelle librairie qu'il a édité. Donc, c'est probablement le choix le plus idéal d'aller directement sur le site de l'éditeur. En ce qui concerne la marge de bénéfice qui va dans ce sens-là vers l'éditeur et pas dans une grande compagnie comme Amazon. Mais je crois que à la fin, si j'ose dire, c'est mieux qu'on ait le livre qu'on ne l'ait pas. Donc, c'est mieux l'acheter sur Amazon que pas du tout. Surtout de la part de l'auteur qui en partie doit vivre par ce genre de production. Bien sûr, et n'hésitez pas à, aimer, à partager et à vous abonner. Merci beaucoup, David, Engels. C'est toujours un plaisir, et c'est toujours passionnant d'échanger avec vous. Merci. Merci, c'est très gentil. Merci pour l'invitation. Et évidemment, ce que je disais par rapport à Que faire compte aussi pour le tout nouveau roman, Le Retour du roi, qui, je crois, illustre aussi sous forme romanesque pas mal des éléments qu'on a vus maintenant. Merci beaucoup encore pour l'invitation. Merci. Merci.